Alors, on a vu, Jean-Pierre Poulain nous en a parlé justement ce matin, disons, des éléments à prendre en compte et des problématiques qui s'ouvrent autour d'une telle question. Et c'est vrai que si on considère l'évolution globale des régimes alimentaires vers des consommations de produits de plus en plus transformés, donc plus gras, plus sucrés, vers une consommation plus importante de produits animaux, avec un impact dommageable sur l'environnement, sur la santé, sur la production agricole, alors on va considérer effectivement comme un enjeu collectif l'accès pour tous à une nourriture saine et équilibrée, et comment justement parvenir à des changements de comportement pour privilégier une telle alimentation, comment y inciter. Donc là encore, comme ce matin, il y a évidemment une multitude de leviers à activer. Là encore, nous, il ne s'agit pas de trancher parmi les différentes possibilités, mais de vous proposer quelques pistes. Il y a des choses comme la taxation, l'étiquetage nutritionnel, l'idée de limiter les pertes et gaspillages, et bien d'autres. On en a évoqué aussi ce matin. Cet après-midi, donc subjectivement, voilà, et sans souci encore une fois de représentativité, on vous propose trois propositions, trois angles d'attaque, d'incitation vers une meilleure alimentation. Alors une première qui nous est proposée par le design industriel. Évidemment, c'est pas souvent qu'ici, dans notre vénérable maison de Supagro, on fait appel et on entend des designers industriels. Victor Massip et Laurent Lebeau, qui sont de l'agence Faltasi à Nantes, que moi j'ai rencontré justement lors d'une conférence qui s'appelle EcoCity, qui avait lieu à Nantes cette année. Et j'étais assez interpellé parce qu'ils indiquaient en introduction, en préambule de leur présentation, en disant que, ayant travaillé pour la grande industrie, ayant été des designers dans la grande industrie, ils décident d'appliquer les méthodes de l'industrie classique dans l'alimentation, et notamment celles qu'on trouve dans l'industrie automobile, avec cette idée des concept cars. Vous savez qu'on nous vend chaque année, il y a des concept cars qui ne vont jamais être vraiment réalisés, mais qui continuent de donner à rêver aux consommateurs et de continuer d'entretenir cet imaginaire de l'industrie automobile toujours en progrès, et qui nous offre donc du rêve. Et ce rêve-là, il nous le propose, vous allez le voir, à travers des outils, des objets qui designent dans le domaine de l'alimentation. Et donc nous proposer finalement des futurs possibles, et nous interpeller sur l'idée de rendre peut-être plus attractifs des alternatives qui pourraient paraître un petit peu poussives visuellement ou autres aujourd'hui. Deuxième proposition, deuxième angle d'attaque, ce serait les politiques publiques. Et là, elles nous sont proposées par Roberto Cittadini, qui est chercheur argentin à l'INTA, c'est l'Institut national argentin des technologies agricoles, et qui est hébergé, parce qu'ils ont créé un laboratoire externe, et il est hébergé en ce moment à Agropolis à Montpellier, plus précisément au sein de l'unité mixte de recherche-innovation. Et Roberto a dirigé pendant de longues années un programme alimentaire public en Argentine qui s'appelle Pro Huerta, de promotion du jardinage, pour justement promouvoir une meilleure alimentation dans des foyers qui en manquaient cruellement. Donc il nous expliquera comment est né ce projet, quels outils ils ont effectivement mis en œuvre, les résultats qu'ils ont obtenus, et puis surtout les limites d'une telle politique publique. Enfin, et pour renforcer l'équipe de nos Canaries nantais, là, il y aura Marine Friand-Perrault, qui est juriste, donc à l'Université de Nantes, spécialiste du droit de l'agroalimentaire, spécialiste du droit de la consommation, et qui, elle, va un petit peu nous décortiquer les méthodes employées en termes de marketing et de publicité par l'industrie agroalimentaire, les méthodes qu'ils emploient, et puis surtout la manière dont il est possible de les encadrer d'un point de vue juridique, en particulier à l'échelle européenne, puisqu'elle est impliquée dans un programme européen, donc d'encadrement de la publicité et du marketing alimentaire, notamment plus précisément sur la question de la publicité vis-à-vis des enfants, et donc dans un souci de lutter contre l'obésité des jeunes enfants. Voilà, donc la parole à nos designers, Victor et Laurent. Oui, merci beaucoup de nous inviter. On n'a pas souvent l'occasion de parler à des agronomes et à des spécialistes du domaine. Et pour nous, c'est vraiment un grand honneur. Alors, notre propos va se situer en deux temps. Je vais faire une petite introduction et puis Laurent ensuite vous présentera le projet Les Écovores.
pourquoi des designers industriels interviennent sur des sujets liés à l'alimentation. Alors, en fait, c'est une question qui en fait croise notre parcours. Sur cette illustration, vous avez un petit peu la construction de notre petite agence. Nous co-dirigeons donc une agence de design industriel, et donc notre principal client, ce sont des industries, de l'industrie d'aujourd'hui, c'est-à-dire celle qui a plutôt tendance à être dans une sorte d'économie de rente, celle qui va permettre de vendre et d'assurer la pérennité du business ou du business model sur des années. Et bien évidemment, les impératifs liés en fait au changement de mode de vie, liés au changement climatique et aux mutations imposées par la nouvelle société qui se dessine autour des questions d'écologie, n'est pas obligatoirement complètement compatible avec ces business models. Et donc nous, en tant que designers, mais aussi, disons, militants environnementaux, on essaye de ne pas être trop schizophrène et d'essayer donc de faire avancer le sujet tant bien que ça soit possible. Alors pour cela, en fait, on a développé un département qui, on l'appelle pompeusement Advanced Design, c'est en fait un département de recherche où disons en interne, on produit des projets qui ne sont pas obligatoirement des projets industriels, mais qui sont, disons, des préfigurations, un petit peu comme Damien le citait, on réalise des concept cars, des outils en fait qui sont des outils à rêver, des outils en fait qui servent à alimenter la réflexion au moyen d'images. Parce qu'on est bien conscient qu'au-delà des longs discours, souvent l'image permet de se projeter beaucoup plus facilement dans un réel qu'un texte trop long. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a choisi de travailler. Et donc, en fait, on a surtout cherché à utiliser les savoir-faire que l'on a pu acquérir avec la grande industrie, qui, eux, ne sont pas toujours des savoir-faire, comment dire, vertueux, puisqu'ils sont à but lucratif. Mais donc d'utiliser ces savoir-faire de sémiologie, de codage des produits. Et là, je fais, comment dire, je trouve que la présentation de Jean-Pierre Poulain tout à l'heure autour des questions de la rationalité des comportements rejoint tout à fait notre pratique concrète, sauf que nous n'avions pas du tout les mots, les éléments théoriques pour la structurer. En fait, on nous demande au sein de l'industrie, pour arriver en fait à créer disons de l'attraction sur les produits de consommation, pour faire que les ventes soient assurées, de dérouler tout un process de sémantique où les cahiers des charges correspondent à un mot. Par exemple, on nous dit cet aspirateur doit être robuste. Donc derrière ce mot robuste, on va agréger toutes sortes d'images et injecter dans le dessin de l'appareil les qualités de robustesse qu'on devra décrypter lors du moment d'achat. Parce que vous voyez, il y a toute une chaîne de propositions, et puis ensuite un travail d'analyse et de panel, c'est-à-dire on teste des consommateurs qui vont donner, en fait, essayer de retrouver les mots qu'on a injectés au départ dans les formes. Et donc, tout doucement, l'industrie, enfin, les éléments de choix marketing vont, bien sûr, faire, disons, vont prioriser les modèles qui auront reçu le plus, disons, de fiabilité du point de vue de la réception, du point de vue du consommateur. Donc, vous voyez qu'il existe toute une science dont nous appliquons, en fait, les préceptes au service de la vente. Et il serait bien utile d'utiliser tous ces savoir-faire qui permettent justement de massifier, comment dire, on parlait tout à l'heure donc de la question de la massification du bio, pour arriver en fait à être tout aussi performant que l'industrie actuelle en utilisant ses propres outils pour développer, disons, tout un nouveau paradigme, tout un nouveau monde autour de produits de qualité environnementale réelle. Donc, le premier exemple qu'on va vous proposer, c'est justement une illustration d'un projet, EcoCook, qui est dans notre petit département de recherche prospective, qui est un projet qui n'a pas été fait il n'y a pas eu de commande. Simplement, nous nous sommes posé la question du devenir des déchets dans la maison. Le principal lieu où l'on gère les déchets, c'est la cuisine. Et dans cette cuisine, aujourd'hui, on a de vulgaires réceptacles
qui nous donne une solution pour trier, mais c'est relativement pauvre et il serait peut-être temps donc d'imaginer des solutions pour que le geste de tri, et donc c'est là où en fait on peut dire que l'on pratique une éco-conception non pas des produits mais de l'usage, c'est-à-dire qu'on éco-conçoit des gestes, et donc cette cuisine elle a cet aspect-là, c'est un ensemble de briques qui sont des composants classiques de hauteur conventionnelle et de largeur, etc., mais dont certains nouveaux composants vont permettre là la gestion de 3 types de déchets. En orange, les déchets secs, en bleu, les effluents liquides, donc l'eau, et puis en vert, les déchets organiques. Et donc, cette cuisine, c'est une sorte de préfiguration en image de synthèse. Elle existe à l'échelle 1 en maquette aujourd'hui. Mais donc là, ici, on voit donc ce gestionnaire de déchets qui est en fait une sorte de table anti-erreur où on a une forme de bouteille pour y mettre les bouteilles. Puis sur la partie gauche, on voit un certain nombre de fonctions qui permettent de réduire le volume des matériaux et puis de les stocker dans des petits tiroirs amovibles qui sont en partie basse et qui permettent non pas d'avoir des déchets à gérer dans la maison de manière un peu empirique, mais là, véritablement, de produire des matériaux. Voilà. Donc, il y a toute une sorte de préfiguration sur un petit film qui est sur un site qui s'appelle ecocook.com, qui est en ligne. Et là, je vais laisser la parole à Laurent. Alors donc, nous sommes passés... après avoir goûté à l'élaboration de cette cuisine, on s'est dit qu'il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on continue nos investigations. Et est-ce qu'il ne serait pas intéressant justement de les continuer à l'échelle du territoire? Donc extrêmement ambitieux. On est designer, donc vous imaginez bien qu'on n'a pas de compétences en agriculture, en agronomie, au niveau des collectivités, pas de grands savoirs sur la façon dont tout est interconnecté et tout fonctionne. Donc on a appris, on a travaillé, on a créé ce projet qui s'appelle les Écovores, avec en fait une assistance d'un petit comité justement de professionnels, de spécialistes qui nous ont tapé sur les doigts quand on racontait des choses qui fonctionnaient pas. Donc il y a eu énormément de choses qui ont été proposées, dessinées, imaginées, et puis il y a eu ensuite des orientations qui ont été prises justement parce que ça manquait de pertinence sur certaines choses. On est parti de ce postulat, c'est-à-dire aujourd'hui, en fait, on est dans un système linéaire au niveau de l'alimentation. Hein, on produit, on transforme, on distribue, on mange, on gère les déchets. Et ensuite, il y a la notion aussi de santé qui est liée à tout ça. Et on s'aperçoit que toute notre économie qui est linéaire s'appuie sur le pétrole. Elle est pétrodépendante. Et que ce pétrole, en fait, il est arrivé au cours du siècle dernier, il s'est immiscé discrètement dans nos assiettes sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que début du siècle, guerre 14-18, éradication de la petite paysannerie. Donc en grande partie, donc, on perd nos agriculteurs et on se retrouve à la fin de cette guerre avec des stocks de gaz moutarde. Ces gaz moutarde ont été transformés et transformés en quoi? En pesticides. Et donc ça, c'est la première introduction, une des premières introductions de cette source, de cette énergie fossile dans l'agriculture. En 1946, ensuite, forcément, après la Seconde Guerre mondiale, rebelote, la paysannerie forcément qui s'effrite un peu moins qu'à la première, mais néanmoins un peu. Et puis on a des quantités de nitrates très très importantes et qui sont reconverties en fertilisants de synthèse. Et puis on a le plan Marshall qui accélère en fait la mécanisation, donc avec, attention, en toute précaution, on était après-guerre, il fallait nourrir la population, il fallait trouver des solutions. Alors les solutions ont été celles-ci, et elles montrent là sur le graphique dessous que le pétrole s'est glissé en fait dans toute l'agriculture. Donc nous, on parle souvent de nos grands-parents ont mangé des légumes, et puis voilà, nous, on a grandi dans le pétrolégume. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de commencer, vous voyez, il y a une petite flèche en bas qui croît doucement, c'est de, à nouveau, manger du légume. Donc pour ce projet, on n'a pas réinventé, on n'a pas tout réinventé, hein, on a juste collecté, on s'est beaucoup intéressé justement à tout ce qui se passait sur la planète, parce qu'il y a de nombreuses choses, on l'a vu ce matin.
comme la coopérative, la distribution alimentaire, comme les jardins potagers en ville, les expériences d'agriculture urbaine, les poules qui sont distribuées par la mairie de Moucron. On a par exemple les conserveries collectives à Coulon dans les Deux-Sèvres, ce qui se passe à Détroit, ce qui se passe avec les champignons, avec... Il y a énormément de choses en fait sur la planète qui émergent. Et ces choses souvent en fait existent mais ne sont pas interconnectées entre elles. Et l'idée de notre projet, c'était d'avoir une approche systémique justement de ces problématiques alimentaires et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour interconnecter tous ces potentiels et ensuite les mettre en boucle sur un territoire pour rentrer dans un système circulaire. Le projet s'appelant les écovores, c'est donc un système circulaire résilient et local pour alimenter une ville. Donc on rentre dans un système circulaire. C'est le principe de la MAP, rien de nouveau pour la distribution, en essayant de faire en sorte que les producteurs transforment, c'est-à-dire que les amener petit à petit à donner de la valeur ajoutée à leur production et ne plus les vendre en fait comme une matière première, mais enfin quand c'est possible, bien entendu, parce qu'il y a des productions qui ne sont pas transformables aussi facilement que ça. Distribution en circuit court, bien entendu, des mangeurs qui rémunèrent en direct les producteurs, et surtout trouver des solutions pour mettre en boucle. Donc c'est-à-dire que quand on cuisine bien entendu, mais comme le projet s'affirme sur des principes justement de renouer avec des pratiques culinaires et avec des produits frais, quand on cuisine on produit des déchets organiques, ces déchets organiques les composter, donc cette valorisation des déchets est ensuite réorientée vers les terres agricoles, avec plusieurs bénéfices, agriculteurs mieux rémunérés, une confiance restaurée par des liens directs entre agriculteurs et mangeurs, une alimentation saine, des villes et campagnes qui sont reconnectées aussi sur les saisonnalités, une sécurité alimentaire assurée, des créations d'emplois non délocalisables, et puis une valorisation des déchets organiques. Donc ça donne une petite carte comme celle-ci, qui montre en fait 3 grandes boucles, c'est-à-dire la mise en place d'un circuit entre fermes. Il ne s'agit pas de demander aux agriculteurs de faire comme nos grands-parents le faisaient, un petit peu d'élevage, un petit peu de céréales, un petit peu de maraîchage, mais en tout cas essayer sur les territoires de déspécifier ce qu'on a fait en fait avec la politique agricole française en hyper spécialisant les régions. C'est-à-dire reconnecter l'élevage avec le céréalier pour que la paille aille à nouveau sous l'animal et éviter d'hyper spécialiser la Bretagne en élevage, la Beauce en céréales. Il y a même eu un projet dans les années 60-70, on a même entendu parler d'un merdoduc qui serait installé entre Paris et la Bretagne pour retransiter en fait le lisier de la Bretagne à la Beauce. J'ai jamais su si c'était vraiment vrai, mais bon. En tout cas, c'était une idée un peu étrange. Donc l'idée en tout cas c'est d'essayer de faire en sorte de rediversifier les agricultures sur chaque territoire. Et les 2 autres boucles, bien entendu, c'est une boucle qui concerne tout ce qui est valorisation des déchets organiques et l'autre, les déchets secs. Donc on arrive à une petite carte comme ça. Et cette petite carte, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on, nous, en tant que designer, on peut intervenir? Au début, on s'est dit, c'est pas parce qu'on est designer qu'on va faire des objets, qu'on va encore produire de la matière et qu'on va tartiner le pays de nouveaux équipements. Mais on n'a pas pu s'en empêcher. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand même, on s'est interrogé sur la pertinence de ce qu'on pouvait produire. Parce que là, on a imaginé, on va dire, une vingtaine d'équipements qui permettraient, en fait, à la ville de se transformer petit à petit. Et je vous cache pas qu'il y en a eu 40 qui ont été produits, mais il y avait des aberrations. D'ailleurs, vous allez voir qu'il en reste peut-être quelques-unes. Donc, le projet s'articule autour de 5 grandes thématiques. Produire en ceinture verte, produire en ville, distribuer, transformer et valoriser. Donc, vous voyez, on a en fait tout un panel, toute une panoplie d'équipements qui permettraient à un territoire de se mettre en boucle et de faire en sorte, on va dire, d'entrer dans ce nouvel esprit en fait de production alimentaire et de valorisation des déchets, avec forcément tout un tissu économique qui peut jaillir de ces équipements, et des métiers qui vont naître, des métiers un peu plus spécifiques, qui existent déjà pour certains, mais qui sont aussi à inventer pour demain.
Donc, trois éléments qui sont relativement importants. On s'aperçoit que ces équipements, il va falloir les produire localement. Donc, on va stimuler le tissu économique local. Nous, à Nantes, c'est vrai qu'on a une industrie navale qui est importante. Donc, vous verrez, on a quelques équipements qui flottent. Générer de l'emploi, parce que souvent, ces équipements, il va falloir les animer. Il va falloir les produire et les animer. Et essayer de créer du lien social. C'est-à-dire qu'on on aimerait en fait accentuer les couches de porosité entre habitants. On est dans une société qui s'hyper-individualise. L'idée justement par ces équipements, comme par exemple ce composteur là qu'on va vous présenter un peu plus loin, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent autour de bonnes pratiques alimentaires et gestionnaires. Alors on a donc, maintenant je vous ai feuillé, vous allez voir ces quelques illustrations, ça va vous permettre de vous projeter un petit peu dans ce qu'on a imaginé. On s'est aperçu qu'il y avait de nombreux agriculteurs en Loire-Atlantique qui n'avaient pas et je pense dans le reste de la France, qui n'avaient pas de sol. Et parce que souvent il y a une concentration exagérée des exploitations agricoles. Et quand on en trouve, parce qu'il y en a encore un petit peu, quelques friches, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas connectées au réseau énergie, réseau eau. Donc là l'idée c'est par exemple de mettre à disposition en urgence des locaux qui permettent à un agriculteur de commencer son activité assez rapidement, puis ensuite, forcément, le but n'étant pas de pérenniser ces locaux, mais de les passer à notre agriculteur, on va dire, pour activer et pour dynamiser cette activité. Donc là, on a des éoliennes qui sont associées. Ensuite, on s'est intéressé à la culture en ville. Et on s'est dit, à Nantes, on a eu un fleuve qui était extrêmement vivant, extrêmement dynamique. Hein. Faut savoir que Nantes s'appelait la petite Venise de l'Ouest. Sauf que la politique automobile a poussé à combler entièrement tous les réseaux, toutes les rivières, les canaux qui existaient sur Nantes. Sauf, en fait, jusqu'à justement rendre le fleuve qui passe, la Loire, complètement fantomatique. Et là, l'idée, c'est de se réapproprier toutes les berges sud et commencer à proposer des jardins familiaux flottants. À Paris, là, récemment, il y a des jardins flottants qui ont été mis en place. Bon, plutôt, ce sont des grosses barges qui ont été construites au Havre et qui ont été amenées, mais c'est plutôt des déambulations paysagères. Ça n'a rien à voir avec des jardins familiaux. Mais l'idée, en tout cas, c'est peut-être de stimuler notre industrie navale pour y construire des petites berges. À Nantes, on a 1000 jardins familiaux. Et la liste d'attente est de 800 foyers. Donc il y a réellement une demande. Bon, là, on a été très très loin. Là, c'est un peu moins pertinent. C'est-à-dire qu'on s'est dit, les ruches en ville, il y a des expériences comme Miel Béton sur Paris. Dans plusieurs villes aujourd'hui, on expérimente justement l'accueil des abeilles. Là, on s'est dit, un rond-point, ça ne sert jamais à grand-chose, à part tourner. Donc, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'y mettre des abeilles? Bon, forcément, ça serait un rond-point véloroute, parce que j'imagine que les gaz d'échappement dégagés par les automobiles ne sont peut-être pas les plus à même d'accueillir nos abeilles. Ensuite, on a de longues berges aussi sur le sol, cette fois-ci sur Nantes, et qui sont aussi un peu vides. Et là, l'idée, c'est de faire un vélo serre-route, donc faire une sorte d'hybridation entre différentes fonctions, celle de cultiver en serre, celle de pouvoir y rouler et de permettre en fait aux jardiniers de la ville d'entretenir les parcelles. Bon, j'imagine que l'été il fait très chaud, il faut rouler un peu plus vite, mais globalement l'idée est là. Voilà, ça ressemblerait à une sorte de gros accordéon un peu organique qui viendrait se poser. N'ayez pas peur, c'est vrai que ces images, à chaque fois on nous dit mais vous êtes pas réaliste, c'est quoi ces images, ces matériaux brillants que vous y injectez. Mais l'idée c'est d'interpeller. Après, forcément, une fois qu'on a réussi à interpeller un public, c'est peut-être intéressant ce qu'ils ont. Et là, après, nous on passe à une phase en fait de réflexion et de réalisme. Donc dans un premier temps, les images sont un petit peu exagérées, un peu caricaturales. Ici, on a aussi une rivière sur Nantes qui s'appelle l'Erdre et qui est peu utilisée, qui est une sorte de lac, parce qu'en fait, il y a une écluse au bout. Donc, ça sera potentiellement intéressant d'y installer des bateaux-marchés et de permettre en fait à des agriculteurs en amont de venir distribuer leurs marchandises par voie navigable et de reconstruire en fait un petit marché flottant qui serait installé, on va dire... qui pourrait faire le matin et l'après-midi en fonction forcément du reste de cajou, de bons légumes qui restera à distribuer. Voilà, donc on les voit passer.
Problème de distribution pour nos AMAP. Donc aujourd'hui, les cours d'école et les préaux d'école ont été ouverts sur Nantes pour permettre justement cette distribution, mais il y a de plus en plus d'AMAP. Enfin, on n'est qu'à 3%, je crois, en France. Hein. On est à 25% au Japon, donc on a encore les Teikei, on a encore une possibilité pour accroître ce type de distribution. Et là, on s'est dit, on a toujours ce problème de distribution, donc on dessine une remorque qui est un peu particulière, qui permet de s'ouvrir dans l'urgence à un endroit et distribuer les paniers assez aisément. Les dents creuses dans les villes, eh ben on les investit avec des conserveries de quartier. On se retrouve souvent fin d'été avec une surproduction de certains légumes, tomates, poivrons, aubergines, et puis qu'en faire, parce qu'on part du principe qu'on ne congèle pas trop, nous. On n'aime pas avoir trop le fil à la pâte électrique, parce qu'on a quand même une expérience dans l'électricité depuis un moment. Et là, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, justement, de proposer aux habitants de mutualiser des équipements pour leur permettre de faire des conserves à la fin de l'été, des confitures, ainsi de suite, pour en bénéficier tout le reste de l'année. Donc, des petits équipements mutualisés spécifiques. Ça, ce sont des légumeries dans nos écoles aussi qui sont un peu vétustes, et comme elles sont vétustes et qu'elles n'ont pas forcément toutes les règles d'hygiène qui sont en place pour bien transformer les légumes, donc ça passe par la cuisine centrale. Et qui dit cuisine centrale, à un moment, il y a aussi une sorte d'homogénéisation. Enfin, les plats, vu que les quantités sont très importantes, sont préparés un jour à l'avance, donc fraîcheur. On a heureusement de plus en plus de bio à Nantes. On n'est pas arrivé au niveau de Saint-Étienne qui rivalise dur. Mais globalement, l'idée, c'est de proposer à nos enfants des produits qui sont transformés sur place, de mettre une école en connexion directe avec un producteur de fruits et légumes, et de faire la transformation dans un premier temps dans des petits modules, et puis si possible de transformer ces écoles pour réinjecter cette dynamique de produits frais. Des récupérateurs d'eau pluviaux sur les murs de Nantes. Là, l'idée, c'est de récupérer l'eau pluviale pour nettoyer les villes. Des poulaillers de quartier. Poulaillers de quartier, bon, forcément, c'est une dimension de valorisation des déchets, mais nous, on les utilise plus comme message pour les enfants, c'est-à-dire pour les sensibiliser justement aux bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à mettre tous nos déchets organiques, en tout cas quand on vit en appartement, dans une grosse poubelle qui va vers l'incinérateur et qui brûle tout. Et là, l'idée, c'est de leur dire, mais vous savez qu'avec ces déchets, vous pourrez repartir avec des œufs. Et donc là, l'idée, c'est forcément de ne pas réduire tous les déchets organiques, parce que le composteur collectif est plus efficace, mais en tout cas, c'est déjà de reconnecter ville et campagne par ce type d'installation qui serait itinérant et qui bougerait 2-3 fois en fait, par an dans la ville. Voilà. Bon, là, on y va à max, hein, on pousse, toilettes sèches publiques. Donc l'idée de capsules, on récupère les petites commissions et les grosses commissions, et puis on composte. Et ensuite, là, maintenant, on va passer à 2 réalisations en cours. Bon, ça, c'est plus facile à faire. Hein. Ça s'appelle l'uritonoir. L'uritonoir, c'est un mix entre un entonnoir et un urinoir. L'idée, en fait, c'est la paille, on a de l'azote. L'urine, pardon, c'est le contraire. La paille, carbone, l'urine, de l'azote. 6 mois, 1 an plus tard, on va commencer, on peut composter en fait cette paille et avoir en fait, bon, pas un humus d'une grande fraîcheur, mais enfin en tout cas une paille détrempée qui va pouvoir nourrir le sol. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose de cette idée? Enfin, on a réinventé le fumier, hein, donc on n'a pas été très loin non plus. Mais l'idée donc, c'est de se dire, et si on proposait aux festivaliers, et ben justement, d'associer en fait nos uritonoirs à des grosses balles de paille. On a donc deux déchets, le rumballer paille et puis l'urine du festivalier, et de se dire, eh ben, allons-y, on les équipe. Alors on avait fait le test, chez nous quand même dans une botte de paille pendant 1 an pour être sûr que ça fonctionne. Et après s'être confronté à la réalité, on s'est dit maintenant, on fait le crash test. On prend le plus gros festival en France de métal, là où les festivaliers ne boivent pas à l'éco-cup, mais boivent à l'éco-pichet. Donc on est rentré dans un festival qui s'appelle le Hellfest, le festival de l'enfer, et donc on a mis en place une dizaine de rumbaleurs, on a mis 27 uritonoirs. Bon, le problème, c'est qu'on a eu 30 000 personnes.
Donc au total, il y a eu 120 000 personnes sur les 3 jours, mais nous en fait, on avait notre petite tente, on était sur le camping là. On avait notre petite tente en face des urinoirs pendant 4 jours et on comptait. Bon, on allait voir les groupes de temps en temps, mais globalement, on comptait pour justement valider cette idée. Donc aujourd'hui, ça marche, mais attention, il faut quand même bien dimensionner, c'est-à-dire qu'on était sous-dimensionné par rapport en fait au nombre de festivaliers. Donc on n'a pas eu des rivières d'urine, heureusement, fort heureusement, parce qu'en fait on avait prévu une petite voie de secours en faisant un petit canal avec du gravier dessous, mais globalement ça s'est plutôt bien passé. Aujourd'hui il y a des festivals qui nous en demandent, donc on continue notre expérience. Ensuite, dernier projet, et là on va finir par ce projet. On a été contacté en fait à Nantes par une petite association de quartier à Malakoff, avec une association constituée de 8 filles avec une grosse patate, et on a décidé justement d'expérimenter un petit jardin en bas d'immeuble qui s'appelle le Gardenkopf. On les a accompagnés sur ce projet et ensuite on s'est dit est-ce qu'on peut pas aller plus loin dans cette cité? Est-ce qu'il y aurait pas une possibilité d'installer un composteur collectif pour récupérer justement les déchets organiques de 60 foyers? Donc elles ont dit ouais, on y va, on tente le coup. Et donc on leur a proposé un composteur, mais on n'est pas tout seul sur ce composteur. Il y a une association qui s'appelle Composterie, qui est aujourd'hui une association, mais qui est justement en train de se métamorphoser en coopérative. Et l'idée, justement, cette association qui s'appelle Composterie a aujourd'hui une centaine de composteurs collectifs sur Nantes et qui fonctionnent pas mal. Bon, on va dire que chaque composteur est animé par des bénévoles qui sont quand même un peu militants. Il y a des maîtres composteurs qui sont, eux, salariés et qui font le tour des 100 composteurs, justement, pour pouvoir vérifier si le compost se fait bien, si l'équilibre carbone-azote est correct. Et ces composteurs, à Composterie aujourd'hui, ça ressemble à des petits chalets en bois. Et les petits chalets en bois, ça s'intègre très bien dans les jardins familiaux, mais dès lors qu'on commence à rentrer dans une cité, ou qu'on commence à rentrer dans un paysage urbain un peu plus verticalisé, il faut le penser différemment, plus dans un esprit de Colin Morris. Donc c'est là que nous, en tant que designers, on va dire, notre compétence sur la forme, parce qu'à un moment donné, on ne travaille pas que sur l'usage, mais d'ailleurs on est plus connu pour la forme que pour l'usage et l'ergonomie. Mais vous remarquez que ce projet est entièrement plutôt lié à l'usage et à des bonnes pratiques qu'à la forme. À un moment donné, il faut mettre une forme, donc on en a une, mais ce n'est pas l'essentiel de notre métier. Donc on a mis cette forme, une forme verticalisée. On va en fait retrouver toute une casquette en partie haute pour récupérer de l'eau dans une citerne qu'on retrouve dessous. Avec les espaces verts de Nantes, en fait, on va animer cette casquette avec une végétalisation en partie supérieure. Normalement, c'est figuier, kiwi et yucca, mais on va voir, on n'est pas encore trop sûr. Faut qu'on expérimente et qu'on teste. Et donc toute la partie basse est destinée justement au compostage avec des bancs autour, parce qu'on s'est aperçu que sur Nantes, en fait, le dépôt des déchets organiques se fait selon des permanences précises entre 10h et 13h. C'est-à-dire que là, il y a les habitants qui descendent, déposer leurs seaux, et ces seaux, justement, c'est un moment enfin, ce dépôt de seaux favorise un moment d'échange et de rencontre avec les gens du quartier. Donc ils organisent un apéro. Mais comme ils ont rien pour s'asseoir et s'abriter quand il pleut, soit ils rentrent dans le compost, chose qui n'est pas forcément aisée. Et puis là, l'idée, c'est de leur mettre enfin une casquette pour se protéger un petit peu, et puis aussi faire en sorte que la matière sèche soit stockée dans des bancs qui permettent de s'asseoir, et donc comme ça, on leur facilite une fonction d'accueil. Alors, voilà, aujourd'hui, il ressemble à ça. Donc, il faut savoir que c'est plutôt du mobilier urbain. Là, c'est pensé en mobilier urbain, parce qu'il faut que ça résiste au vandalisme, il faut que ça résiste au tag, enfin bon, il y a plein d'éléments. Et je finis. Et donc, je l'ouvre, je le ferme, je l'ouvre. Et donc là, il est en cours de prototypage. On travaille avec un chantier d'insertion sur Nantes qui s'appelle Atao. Donc le prototypage, normalement, se finit fin mai. Et fin mai, on aura donc la possibilité de l'installer dans une cité à Nantes et qui s'appelle Malakoff. Et sur notre site Ecovore, de toute façon, je pense qu'on en parlera parce qu'on a hâte de le voir en vrai et en fonction. Et puis, là, je ne vais pas les détailler, mais ce sont tous les métiers qui jaillissent, en fait, qui vont naître en fait, de toutes ces nouvelles activités, tous ces équipements qui peuvent être posés sur une ville pour la rendre plus résiliente. Merci beaucoup.
Bien. Merci beaucoup. Donc Roberto, alors on change de continent en direction l'Argentine. Roberto Cittadini pour nous conter l'aventure du programme Pro Huerta. Bonjour à tous et à toutes les personnes. Merci pour l'invitation. Ma présentation, ça va être un peu plus traditionnelle, pas tellement innovative, créative comme celui-là, mais quand même, les jardiniers desquels je vais parler, ils sont créatifs quand même, et ils sont variés. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de la question de production, distribution et alimentation. Et toutes les relations qu'il y a entre les trois concepts. Le programme duquel je vais parler est vraiment très lié à la production et la consommation. C'est un même processus de production et de consommation que je pense que c'est intéressant à réfléchir. Il y a quelques caractéristiques du programme qui est intéressant à remarquer, à souligner. C'est un programme d'échelle nationale, tout le territoire national. Et c'est un programme qui est géré pour l'État, même si on dit, parce qu'il a plus de 20 ans, que c'est une politique publique, mais c'est une politique publique qui s'est été construite avec les acteurs. Ce n'est pas une décision seulement de l'État. Il est né dans les années 90 en tant que processus compensatoire des processus d'ajustement structurel de l'économie, au moment qu'il y avait beaucoup de pauvreté, de chômage, grande ampleur de chômage. Mais la manière qu'il a été mis en place a fait qu'il a été approprié très vite pour la communauté, pour les familles. Et il a eu un essor année à année jusqu'à arriver aujourd'hui qu'il est stabilisé à peu près à 600 000 petits jardins à niveau familial. Et il est géré pour l'INTA, l'institution où je travaille, qui fait toute la recherche et agronomie, aussi la vulgarisation. Il y a en charge ces programmes entre les programmes de vulgarisation et de développement que l'INTA gère. On travaille avec il a été destiné à la population plus vulnérable et les objectifs du programme sont d'améliorer la sécurité et la souveraineté alimentaire à partir de la autoproduction de nourriture, à partir des jardins potagers et des petits élevages aussi, fondamentalement, surtout des poulets. Ça a été créé surtout pour l'autoconsommation. Et ça continue à être l'axe central, mais maintenant, depuis quelques années, depuis 6 ou 8 années, on encourage aussi la commercialisation à partir de ces jardins, selon les possibilités des différentes familles qui puissent organiser aussi on organise et on a développé pas mal de circuits courts de commercialisation à partir des programmes Pro Huerta liés aussi avec des autres programmes, bien sûr. Le programme il a un but de favoriser la participation et l'organisation communautaire de telle sorte que ces populations vulnérables soient acteurs de développement local. La structuration du programme, il y a une coordination nationale avec son équipe de travail. Après, c'est décentralisé dans toutes les provinces de l'Argentine. Et il y a un dispositif qui est composé pour plus de 700 techniciens qui sont ingénieurs agronomes, techniques agricoles, scientifiques sociaux aussi. Une caractéristique importante de ce programme, on va le voir, c'est que ce réseau de techniciens, c'est un réseau très engagé dans le programme. Ce sont des gens qui se sont formés dans le programme, parce que l'université, la formation qu'on fait à l'université, c'est très productiviste, très pour l'agrobusiness. Mais le contact avec ces gens-là a permis, dans la pratique, dans des capacitations qu'on a fait après, avoir une équipe, un réseau de techniciens très engagés et qui partagent les principes de l'agroécologie
en tant que comme manière de produire, parce que tous les jardins sont sans utilisation d'aérochimique et plutôt avec tous les principes de biodiversité et de combinaison de cultures, de production de compost, etc. Il y a un rôle fondamental de l'acteur bénévole particulier ou institutionnel, on l'appelle promoteur, que c'est les voisins des coins, c'est les maîtres de l'école, c'est l'agent sanitaire, ce sont des populations qui ont trouvé dans les pro-huertas un outil qui servent au travail communautaire, au travail de promotion sociale, et les pro-huertas, justement, dans ce sens, est totalement ouvertes à se lier à toutes les institutions qui ont besoin ou ont intérêt à utiliser les pro-huertas comme outil pour le développement local, pour la promotion sociale. Il y a une grosse coordination interinstitutionnelle, justement pour ça. Il y a plus de 10 000 institutions qui sont liées à pro-huertas, sociétés de quartier, institutions de différents types. La stratégie de travail, c'est simple. Il y a une activité de promotion très forte et que ça se fait toutes les années, 2 fois dans l'année, en fonction de l'époque des semis. Printemps, été, automne, hiver, selon les espèces. Et on fait la promotion, c'est un programme national, mais l'exécution, c'est à partir des quartiers. Chaque quartier, chaque ville, on fait la promotion dans les journaux, dans la radio, on dit, bon, on va commencer un cours d'initiation au jardinage. Il y a des cours d'initiation, il y a des cours plus avancés pour ceux qui sont déjà dans les métiers. Et ce sont des cours typiques, traditionnels, de 8 journées, une journée par semaine, pendant 8 semaines à peu près. On commence des principes basiques jusqu'à arriver, et on fait dans la pratique, dans ces capacitations, on fait un jardin. Et chacun des participants peut le répliquer chez lui. Ces formations, que c'est une formation pour faire le jardin, mais c'est aussi une formation pour la consommation. Il y a beaucoup de capacitations sur la consommation, sur les pratiques alimentaires aussi. L'approvisionnement d'un trente, c'est basiquement les semis. C'est les semis qu'on fait une approvision de semis minima pour chaque jardin, que ce sont des variétés, ce ne sont pas des hybrides, pour qu'ils puissent se reproduire. Ils sont faits par une coopérative de petits producteurs liés au l'INTA aussi, qui font la provision des semis. Il y a l'assistance technique, c'est un peu le suivi, que ce n'est pas seulement les techniciens, sinon tous les réseaux de promoteurs qui aident, parce que les techniciens ne pourraient pas arriver à suivre tous les jardins, parce qu'on avait parlé, c'était 600 000. Un peu quelques résultats. Il y a presque 4 000 jardins communautaires, collectifs. Il y a jardins scolaires, il y a un travail très important avec les écoles, et à peu près les 25% des écoles en Argentine sont liées au pro-huerta à partir du jardin, et quand ça marche comme une stratégie pédagogique qui traverse toute la scolarité. Il y a une production qui est utilisée aussi pour manger dans l'école. Et le plus gros, c'est les jardins familiales, plus de 600 000, j'en avais dit. Il y a des petits élevages aussi de poulets qui ont fait la distribution. Il y a aussi des bergers. Et aujourd'hui, il y a un développement important des marchés agroécologie, des circuits courts en général, de production de vente directe des jardinières dans les marchés. Et on est presque dans tous les pays, dans tous les départements. Le département, c'est une échelle plus petite qu'ici. Les 70% des jardins sont urbains ou périurbains, et les 30% sont rurales. On a incorporé dernièrement le concept d'agriculture urbaine, que ce n'était pas tellement le cas quand le pro-huerta a commencé, mais on fait de l'agriculture urbaine. Il y a une chose qu'il faut dire, qu'il y a une procédure générale de pro-huerta pour tous les pays, mais après, il y a l'implémentation pratique peut changer beaucoup d'une ville à l'autre, ça dépend
les alliances qui se sont constituées. Il y a des villes où, par exemple, le projet d'agriculture urbaine, c'est très performant. C'est le cas de la ville de Rosario, par exemple, où le Pro-Huerta s'est allié avec les mairies qui a fait une politique dans ce sens, avec une ONG. Et alors, ça a été planifié un programme d'agriculture urbaine très fort qui permet d'avoir des marchés tous les jours dans différents quartiers et que c'est très performant. C'est une provision alimentaire de la ville intéressante. Là, c'est un peu l'évolution opérationnelle du programme depuis le commencement. On peut voir que très vite ça a monté. Vous pouvez voir qu'il y a ici un moment on a dit presque un rétrocès, mais c'est intéressant de voir ça parce que c'était un moment que le Pro-Huerta était presque définancié. Il avait l'intention de le laisser tomber. Et il y a eu une contestation très forte de tous les réseaux liés à Pro-Huerta, tous les techniciens, tous les promoteurs, les institutions qui ont défendu le Pro-Huerta. Ils ont fait même action légale. Les techniciens, ils ont été 400 mois en continuant à travailler, même s'ils ne touchaient pas de l'argent, parce que c'était l'intention de les fermer. Et ça a fait réussir la continuité du programme. Et aujourd'hui, je pense qu'aucun gouvernement va essayer de les fermer parce que c'est un acquis en tant que légitimité du programme. Quand on a commencé j'ai pris en charge le programme en 2006, fin 2006. On a fait un bilan de forces et de faiblesses, de limites. Bon, comme synthèse, la présence territoriale, la forte valorisation sociale. Être promoteur de Pro-Huerta, c'est quelque chose honorifique pour les gens du quartier, et les techniciens aussi. C'est référent en agriculture et agroécologie. Je disais, la formation de l'agronomie, ce n'est pas du tout l'agroécologie. Et par contre, il y a des acquis très importants qui ont été faits dans la pratique, dans la réflexion, et qui viennent des Pro-Huerta, et qui aujourd'hui, c'est en base quand même pour transférer à des autres secteurs sociaux ou productifs, et même dans l'INTA, ça permet de faire des discussions de différents modèles de production à partir de cette expérience. Il y a une crédibilité à partir des résultats, l'articulation interinstitutionnelle, l'engagement de l'équipe technique et des promoteurs que j'ai parlé déjà. Entre faiblesses, on dit toujours que le système de suivi et d'évaluation, on le suit en détail, en quantité, mais l'aspect qualitatif de mesurer vraiment à travers la recherche sur l'impact, on le connaît, mais on n'a pas mesuré suffisamment. Il manquait de systématisation d'expérience, un peu trop de dépendance d'intrants aussi, parce que les semences, c'est bien de les donner, mais maintenant on encourage aussi l'autoproduction et la production plus locale. Précarité des surfaces de production, il n'y a pas de politique publique plus large pour l'expérience des excédents. Parmi les avances récentes de la dernière année, on s'est engagé plutôt à travailler fort sur l'amélioration des pratiques agroécologiques. On a monté des programmes de systématisation et de recherche pour avancer, améliorer la pratique agroécologique à partir de systématisation d'expérience, à suivi système agroécologique de référence dans les différentes régions. Il y a eu une politique de valorisation des espèces et de valorisation d'espèces locales, une forte formation en économie sociale et solidaire, en quelque sorte on a fait beaucoup d'ateliers pour théoriser un peu ce qu'on faisait dans la pratique de Pro-Huerta à niveau d'un modèle socio-économique alternatif, parce que, bon, en fonction de ce qu'on débattait, on discutait ce matin, on est conscient que c'est partiel ça, mais toutes les personnes qui participent au Pro-Huerta, pas tout, mais en grand nombre, ce sont militantes pour penser un autre modèle de développement aussi. Ce n'est pas question seulement de dire, bon, j'ai fait le jardin, c'est bien, c'est penser un autre modèle de développement
penser dans le concept de système agroalimentaire territorialisé, comme on parlait aujourd'hui. On a travaillé sur la certification des compétences professionnelles des jardiniers et des promoteurs. Et on a travaillé dans la coopération internationale. Et le ProHuerta, depuis 7 ans à peu près, il est en Haïti. Et en Haïti, il y a un ProHuerta qui est très réussi. Il y a 25 techniciens et plus de 2000 promoteurs. Et ça marche bien. Ça marche bien et très efficace en termes économiques aussi. Et on fait un cours international tous les années, depuis 5 ans, pour des fonctionnaires d'Amérique latine, ça fait quand même donner certaine dynamique d'implémentation des choses similaires dans des autres pays d'Amérique latine. En fonction de la journée d'aujourd'hui, on se demande sur les forces et les limites d'un programme comme celui que je viens de raconter. Les forces, je crois que c'est ce que je disais au commencement, le lien direct entre la consommation et la production. Tous les jardiniers, les 600 000 jardiniers qui sont engagés dans le ProHuerta, ils ont changé ces pratiques alimentaires. L'éducation alimentaire, c'est une partie centrale du programme. L'ampleur et la légitimité facilitent aussi les changements culturels et alimentaires de la population touchée. Mais les limites, on a écouté ce matin aussi, que c'est une part relative de la population touchée et minoritaire quand même. Et dans la société globale, le modèle de consommation industrielle reste dominant pour le moment. Bon, je vais passer quelques images pour finir, pour que vous puissiez connaître le ProHuerta un peu en images. C'est un technicien qui parle comme un jardinier. Là, c'est un cuisinier très connu en Argentine, très fameux, Martiniano, on a fait une société, il a fait un programme de télévision où il montrait comment il travaillait la huerta, les jardins, et comment il utilisait dans les programmes de télévision tous les produits du jardin. C'est un cuisinier très engagé sur les nouveaux modes de consommation. Il y a beaucoup de travail à niveau de la consommation. C'est un échange de semis. C'est les promoteurs, il y a 3 ans, il y a une reconnaissance le gouvernement lui a donné des vélos en partie importante, 5 000 vélos qui ont été distribués, parce qu'il ne touche pas d'argent du tout. C'était une reconnaissance et pour l'utilisation dans son boulot de parcourir les jardins. C'est des capacitations d'un groupe de Vénézuéliens ici. La capacitation a toujours un aspect ludique aussi. Là, c'est la certification des compétences professionnelles qu'on a fait. On a fait 4000 promoteurs et jardiniers avec le ministère du Travail, il a donné la reconnaissance de son capacité professionnelle. C'est une réunion ici qu'on a rassemblé plus de 2000 personnes à Tucumán. L'école, comme je venais de dire, c'est très, très clé pour le travail. C'est une prison. On travaille avec toutes les institutions, entre les prisons. Ce n'est pas que les jardins. Les jardins, c'est le principal, mais après, c'est utile que c'est l'artisanat aussi. On travaille tout ce qui peut servir pour la promotion. On a travaillé les dernières années beaucoup. C'est un peu plus large que ProHuerta, mais lié à ProHuerta pour obtenir des financiations pour l'ouvrage d'accès à l'eau. Les ferias se sont développées les dernières années d'une manière importante et ça se rassemble avec des autres mouvements sociaux, des autres ONG qui sont tous pour un mouvement social, si ça veut dire pour des valorisations de l'agriculture familiale, des circuits courts, de l'agroécologie, etc. C'est part de tout ça. C'est le ProHuerta en Haïti. Ici, c'est à Pérou, une capacitation, une coopération. C'est le cours international de ProHuerta. Et c'est fini parce que ça veut dire qu'on devait être vite.
Bien, merci beaucoup, merci Roberto. Donc on va vous offrir un troisième regard, celui du droit. Que peut donc le droit en la matière? Après donc avoir eu le regard de Roberto sur les politiques publiques pour promouvoir le jardinage, et le regard des designers qui nous donnent à rêver avec cette belle, par exemple, colonne Maurice, composteur. Pour le reste, bon, sauf à rêver à côtoyer les chanteurs d'Iron Maiden et d'ACDC. Notre Marine. Merci. Alors je tenais au préalable à remercier très chaleureusement les organisateurs de cette conférence et la chaire pour leur invitation. Et donc mon propos est d'intervenir sur le marketing alimentaire et son encadrement juridique. Alors là, je suis un peu l'intrus dans cette table ronde parce que d'abord, on a vu des consommateurs acteurs, extrêmement engagés, actifs, vecteurs de changement. Et là, je vais m'adresser à un consommateur plus passif, parfois devant la télévision, recevant des publicités, peut-être un réceptacle plus passif d'un certain nombre d'incitations qui sont parfois positives, mais des incitations qui sont aussi très négatives. Donc il s'agit là d'un propos qui va se différencier un peu des intervenants précédents. Alors, j'appuie normalement sur le bon bouton, mais... Ah, il y a deux télécommandes. Il y avait un fake. Alors, deuxième précision, je tenais à indiquer que mon intervention s'inscrit dans un travail collaboratif avec une collègue, Amandine Garde, qui est professeure à Liverpool, et depuis plusieurs années, nous travaillons ensemble, notamment sur ces thématiques, ce qui nous permet de partager à la fois des cultures alimentaires différentes, mais aussi des cultures juridiques différentes. Donc l'interdisciplinarité relève, là il s'agit plutôt d'une intradisciplinarité, mais chez les juristes c'est un peu atypique, donc je tenais à le faire remarquer, ce qui nous apporte finalement une richesse de regards croisés. Alors d'abord, pourquoi encadrer? Pourquoi encadrer? Pourquoi est-ce qu'il s'agit d'encadrer le marketing alimentaire? Alors, je ne verrai pas là toutes les techniques d'encadrement du marketing de façon générale pour protéger les consommateurs. L'aliment ne fait pas l'objet, on le verra le plus souvent, d'un traitement spécial, au même titre que tous les produits et les services. Eh bien, notamment en matière de pratiques commerciales déloyales, il y a des règles pour faire en sorte que les messages promotionnels qui sont adressés aux consommateurs sont véridiques. Donc, il y a un encadrement, notamment du marketing, pour éviter les pratiques commerciales déloyales et notamment les pratiques commerciales trompeuses. Alors, de ce point de vue-là, je ne m'intéresserai pas à ces règles générales, mais je rappelle tout de même leur existence, parce que, par exemple, pour les incitations en matière de consommation verte, qui touchent aussi les produits alimentaires, évidemment, il faut que ces allégations soient véridiques, mais là, je ne traiterai pas de ces questions. Finalement, je m'intéresserai surtout à la question de l'impact négatif du marketing sur les modes de consommation alimentaire et sur les situations où on peut considérer que l'aliment fait l'objet d'un traitement particulier, c'est-à-dire qu'il faudra encadrer plus que pour les autres produits. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait encadrer plus? Pourquoi est-ce que le droit devrait être plus strict pour le marketing alimentaire que pour le marketing en matière de voitures ou de machines à laver le linge? Alors pourquoi est-ce qu'on devrait encadrer plus? Parce que parfois, le marketing alimentaire va avoir un impact négatif lorsqu'il est très intense, et notamment les tenants, je signale là les termes du débat, d'une limitation du marketing, indiquent qu'il y a une influence du marketing sur notamment les choix alimentaires des enfants, et notamment de certaines catégories d'aliments qui se révèlent néfastes pour la santé en ce qu'ils ont un profil nutritionnel défavorable, et créerait ainsi un environnement obésogène qui poserait des difficultés dans un contexte de pandémie d'obésité. Alors, les opposants à un encadrement spécifique, on a actuellement un débat qui est très tendu sur ces questions, vont arguer d'un droit. On a une opposition d'un certain nombre de droits, on le verra. D'abord, le droit d'expression publicitaire, c'est une liberté d'expression que de faire de la publicité. Ça relève de la liberté d'expression, nous le verrons. Donc c'est un droit fondamental. Et à ce titre, on verra qu'on ne peut y porter atteinte qu'à titre exceptionnel. Et d'autre part, les opposants signalent toute la difficulté qu'il y a à encadrer, parce que d'abord, il faut savoir quels sont les enfants visés,
les plus jeunes, les adolescents? Est-ce que ce sont seulement les enfants? Après, de quel programme s'agit-il? Quels sont les supports marketing qu'il faut viser? Et puis, surtout, l'aliment, on le rappelle, n'est pas mauvais en soi. On est dans une problématique différente, par exemple, que celle du tabac. Et donc, la difficulté, c'est que l'excès de la consommation de certains aliments au sein d'un régime alimentaire qui pose une difficulté. Et donc, à ce titre, voilà les arguments qui sont invoqués. Alors, précision aussi, il s'agit de faire attention parce que dans le débat européen, notamment, il y a une dérive sémantique qui pose une difficulté. C'est qu'on a tendance à faire penser et à affirmer parfois avec des termes, par exemple quand on parle de l'information volontaire faite par les industriels de l'agroalimentaire, que la publicité a vocation à informer le consommateur. Et parfois, les pouvoirs publics font aussi référence au rôle des industriels qui devraient, dans une démarche responsable, on parle de publicité responsable, faire des consommateurs plus informés. Et on a notamment une intervention de 2012 de John Daly qui indique que la publicité peut informer. Alors, ce n'est pas le rôle de la publicité, et nous allons voir quel est le rôle de la publicité. Et il s'agit là d'une dérive sémantique qui pose des problèmes aussi dans la distinction entre les rôles de chacun, le rôle notamment des industriels, qui est de vendre leurs produits, de les promouvoir pour faire des profits, et le rôle des pouvoirs publics, qui est effectivement de mener un certain nombre de politiques, de les mettre en musique par des règles juridiques pour porter certaines valeurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on intervient dans le domaine de la publicité alimentaire? Parce que l'aliment est dans une situation particulière, puisqu'il y a un certain nombre de preuves. Alors, je n'aurai pas l'occasion d'entrer dans les détails, mais on a maintenant une revue littéraire extrêmement importante, une revue de la littérature scientifique dans beaucoup de domaines, à la fois la psychologie, les sciences qui relèvent de la neurocognition. On a aussi en économie comportementale un certain nombre d'éléments qui montrent que la publicité influence les choix alimentaires. Alors, je m'intéresserai surtout au fait que c'est reconnu par l'industrie agroalimentaire elle-même, qui indique dans un certain nombre de chartes qu'elle reconnaît que la publicité a un rôle sur les choix alimentaires, notamment des enfants, et pas seulement un rôle sur le choix d'une marque, d'un produit particulier, mais d'une catégorie de produits particuliers. Donc, lorsque l'on voit une publicité pour une marque, par exemple, de soda, eh bien, on a tendance à avoir une incitation à conduire ses choix en partie vers cette catégorie de produits. Donc ça a été reconnu par l'industrie agroalimentaire dans un certain nombre d'occasions que j'évoque ici, à la fois dans la charte alimentaire française de 2010 et aussi celle qui vient d'être signée en 2013, et puis aussi d'associations internationales, d'annonceurs. Donc c'est un point assez intéressant parce que ces éléments font débat et la science avance et les acteurs économiques finalement s'accordent sur ce point. C'est reconnu aussi par l'Organisation mondiale de la santé qui a fait une revue très exhaustive d'un certain nombre d'articles, d'études. Et dans notamment une dernière étude de 2010, on a là un certain nombre d'éléments qui indiquent bien le lien direct qui existe entre l'exposition et la pression publicitaire et la pression du marketing de façon générale et les choix et les préférences alimentaires marquées pour les enfants. Alors évidemment, c'est un lien direct qui est difficile à quantifier. C'est souvent l'argument qu'on invoque pour éviter l'encadrement juridique, parce qu'il y a un caractère multifactoriel de l'obésité, et donc c'est une influence réelle qui est difficile à mesurer, puisque là, il y a une interconnexion d'un certain nombre d'influences. On a vu ce matin toute la complexité de la question alimentaire, et donc on s'inscrit dans cette complexité. Alors, la difficulté, c'est qu'il y a urgence. Alors, sans être anxiogène, puisqu'évidemment, les discours, à la fois en matière environnementale et en matière de santé publique, peut-être propagent une idée qui, finalement, paralyse plus qu'elle ne fait avancer. Il faut voir quand même qu'il y a une certaine urgence, et une urgence qui ne touche pas que les pays riches, puisqu'on a 1,5 milliard de personnes qui sont en surpoids ou obèses, on l'a signalé ce matin, mais les pays en développement entre dans le jeu, et là c'est vraiment une nouveauté.
On a actuellement 904 millions de personnes qui sont en surpoids ou obèses dans les pays en développement. Avant, finalement, c'était un problème de pays riches. Ce n'est plus un problème de pays riches uniquement. Et par exemple, actuellement, au Mexique, il y a plus d'obèses qu'aux États-Unis. Et donc, de ce point de vue-là, on change la donne. Et d'ailleurs, les expériences actuelles au Mexique d'encadrement du marketing alimentaire et d'un certain nombre d'autres actions publiques, comme au Pérou, par exemple, ou alors dans les pays du Moyen-Orient, on a des expériences aussi dans les pays d'Asie, montrent que finalement, ça devient à la fois un problème mondial, mais aussi une question juridique qui est soulevée à l'échelle internationale. Alors, quel est le rôle du droit dans ce contexte? Ça constitue, ce n'est pas la panacée. Donc, étant en plus aujourd'hui face à beaucoup d'autres disciplines, je ne viendrai pas en disant que le droit peut tout résoudre, qu'il suffit d'encadrer, qu'il suffit finalement de forcer la main au consommateur. On n'est pas là pour promouvoir un État moralisateur, pour essayer d'indiquer des pratiques totalement hygiénistes, de vous dire que non, ça sera fini, plus de Nutella, plus de chocolat, plus de camembert, etc. Et donc là n'est évidemment pas le propos. La question, c'est de savoir, justement, parmi tous les outils qui existent, de savoir, dans une approche systémique et contextualisée, si le droit peut, en tenant compte de la culture de chaque pays, culture à la fois alimentaire, mais aussi culture juridique, les outils sont différents en fonction des systèmes juridiques, eh bien, de savoir s'il n'y a pas des voies pour encadrer le marketing alimentaire. Sachant que le droit est un peu en porte-à-faux par rapport à d'autres pratiques qui sont des pratiques d'autoréglementation. Actuellement, on le verra à l'échelle de l'Union européenne comme à l'échelle française, on a plutôt fait des choix d'incitation volontaire, les industriels de l'agroalimentaire s'engageant à finalement limiter l'exposition à la publicité, notamment des enfants. La difficulté de cette démarche, c'est qu'on n'est pas là face à un système normatif. Le but du droit, c'est de changer les comportements, d'avoir une action normative. On doit en mesurer l'impact. Combien, effectivement, d'enfants consomment telle ou telle catégorie de produits? Est-ce que la consommation de ces catégories de produits ont baissé? Donc, on voit vraiment l'effet sur les changements. Si on ne respecte pas les engagements, eh bien, il y a des sanctions. Et le contenu normatif est élaboré par un processus démocratique. Ce n'est pas uniquement les acteurs, notamment de l'industrie, qui vont définir eux-mêmes les règles en signalant par notamment une approche purement comptable et quantitative qu'on va baisser le nombre de publicités sans même être en mesure, ni même en s'engageant à mesurer l'impact réel sur la baisse de la consommation des enfants. Donc le droit, ce n'est pas l'autorégulation. On parle là de droit et non pas d'autorégulation. Alors d'abord, quoi encadrer? À quel niveau encadrer? Et comment encadrer? Quoi encadrer? Alors il y a différents types de marketing et on voit bien toute la difficulté qu'il y a, notamment à s'intéresser uniquement à la publicité télévisée ou à s'adresser uniquement, par exemple, aux nouveaux médias. Il faut vraiment avoir une approche globale pour pouvoir être efficace, dans la mesure où on voit bien que quand on encadre la publicité télévisée, par exemple, eh bien, les activités marketing vont se reporter vers d'autres supports. À cet égard, on a un cadre très très large, on n'a pas de difficulté. La définition du marketing, qui est traduit par commercialisation par l'OMS, est une définition très large, qui permet d'intégrer notamment la publicité, mais aussi des procédés de vente. Par exemple, le fait de donner un jeu gratuit avec un produit, donc la définition est assez large, et la définition de la publicité au sein de l'Union européenne, dans la directive 2614, est aussi assez large. Donc on a des moyens d'action, on a les outils nécessaires, on peut passer par un canal qui est assez large, la voie est large, donc il n'y a pas trop de difficultés. Ce qui est plus complexe, c'est de savoir à quel niveau on va se situer. Alors, on ne fait pas ce qu'on veut, en quelque sorte. On l'a vu, vous avez fait un appel au droit qui nous montre qu'on a encore beaucoup de travail concernant les marchés publics, concernant la place du commerce équitable et son interaction avec le droit du commerce international. On voit bien que la France a pris des engagements dans le cadre, parce qu'elle est un État membre de l'Union européenne, parce que nous sommes aussi partie prenante du droit du commerce international. Et donc, à cet égard, les marges de manœuvre ne sont pas illimitées et il est important de les connaître pour connaître les scénarios possibles offerts par le droit.
Tout n'est pas possible, mais beaucoup de choses sont possibles. Encore faut-il en déterminer les conditions. Après, l'opportunité de le faire ou non relève du pouvoir politique et non pas des juristes. Mais nous sommes là pour montrer la voie. Alors, de ce point de vue-là, il y a des engagements internationaux de la France. La France s'est engagée, notamment dans le cadre de son adhésion à l'OMS, à suivre un certain nombre de recommandations, et notamment pour 2025, de stopper l'augmentation de l'obésité. On s'est engagé à stopper l'augmentation de l'obésité en 2025. Ça correspond à un engagement français. Et donc, de ce point de vue-là, bon, on n'était pas tout seul, hein. On a été 194 États à pouvoir s'engager sur ce point. Et notamment, dans les objectifs qui sont ainsi indiqués, il y a à la fois le fait de réduire, c'est déjà un engagement qu'on avait pris en 2010, mais qui a été réitéré en 2013, de réduire à la fois l'exposition des enfants et la force des messages commerciaux en faveur des aliments peu sains, parce que particulièrement gras, sucrés et salés. Alors, l'Union européenne est aussi partie prenante de ces engagements, et quelle est la marge d'action dans le cadre de l'Union européenne? Alors, l'action est limitée. L'action est limitée tout simplement parce qu'il y a des problèmes de compétences en matière de santé publique de l'Union européenne. Il y a aussi des problèmes liés au principe de subsidiarité. Donc parfois on peut agir, mais souhaite-t-on vraiment agir et dans quelle mesure? Ce n'est pas toujours simple. Et puis après, si l'Union européenne prend des mesures en matière de restriction de la commercialisation, on va voir qu'on est soumis à un principe qui est le principe de proportionnalité. En effet, on peut restreindre la liberté d'expression commerciale. C'est une liberté, effectivement, qui relève de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les annonceurs peuvent librement promouvoir leurs produits. C'est quasiment sacré comme liberté aux États-Unis, mais chez nous, c'est une liberté fondamentale. Et donc, tout ce qui relève de la restriction de la liberté de communiquer doit être interprété strictement. Le principe, c'est qu'on peut librement communiquer pour vanter ses produits, et ce n'est que de façon restrictive que l'on va analyser les limitations qui y sont apportées. Et donc la restriction doit être légitime et elle doit être nécessaire. Elle doit être légitime, il faut prouver. Donc on rentre dans un canal qui est assez limité. Il faut prouver qu'au nom de la santé publique, eh bien, on adopte des règles plus strictes. Donc il faut avoir des preuves de l'impact, c'est pour ça que j'ai commencé par cela, de la publicité, notamment sur les choix alimentaires. Et il faut que la restriction soit nécessaire, c'est-à-dire proportionnée. Il ne faut pas écraser une fourmi avec un marteau. Donc il faut que les mesures de restriction soient proportionnées. Et de ce point de vue-là, on a finalement un équilibre difficile à trouver entre le fait de laisser circuler librement les services et les biens et le fait de promouvoir la santé publique. C'est l'équilibre qu'il faut trouver. Alors, de ce point de vue-là, l'équilibre qu'on a trouvé est vraiment à minima. On a utilisé vraiment à minima la marge de manœuvre, et notamment le seul exemple que l'on trouve d'encadrement juridique des pratiques marketing, c'est l'encadrement juridique que l'on a essayé notamment de promouvoir dans le cadre de la directive sur les services médias audiovisuels. Donc, de ce point de vue-là, en matière notamment de télévision, puisque là, on encadre la libre circulation des services, le fait de pouvoir émettre, une chaîne française peut émettre par exemple dans d'autres pays membres de l'Union européenne, eh bien, on va créer un grand marché des médias, mais on tient compte quand même des contraintes en matière de santé publique. Et dans cet équilibre, eh bien, on n'a pas limité la publicité, l'exposition publicitaire des enfants pour certains produits, on a juste indiqué qu'on allait promouvoir des codes déontologiques, donc on ne fait pas de droit, on fait uniquement de l'autoréglementation, on considère que cela va pouvoir suffire, alors même qu'il y avait la possibilité d'aller au-delà. Donc uniquement démarche volontaire, autoréglementation, avec en plus un flou total, pas de définition des programmes, pas de définition de ce qu'est un enfant, quels aliments, pas de référence particulière, libre aux industriels notamment, qui l'ont fait dans le cadre de la plateforme de l'Union Pledge, de définir les conditions de la limitation de leur action. Alors l'action des États, puisqu'on voit qu'à l'échelle de l'Union européenne, il y a peu d'actions, est-ce que la France peut agir dans ce cadre-là? Alors rappelons
je le rappelle à chaque fois, que, évidemment, ce n'est pas la panacée, c'est parmi d'autres moyens d'action qu'on évoquera. Les restrictions en matière de marketing alimentaire, de la même façon, en raison de notre statut d'État membre de l'Union européenne, ne doivent pas entraver la libre circulation des marchandises. Donc on peut protéger la santé publique, on peut protéger les consommateurs, mais dans la limite des entraves justifiées aux échanges, c'est-à-dire qu'il faut qu'on justifie pourquoi est-ce qu'on met une barrière aux échanges, puisque les États membres qui auront des positions moins strictes vont pouvoir être désavantagés lorsque leurs produits vont entrer dans le territoire national, puisqu'ils seront plus limités dans leurs possibilités de communication, de la même façon que les médias vont être plus limités. Donc il faut, dans ces cas-là, le justifier. Alors, de ce point de vue-là, certains ont réussi le test, ont pu encadrer sans que ces pratiques soient considérées comme contraires au droit de l'Union européenne. Notamment, on a pu considérer que certaines mesures étaient proportionnées. C'est le cas au Royaume-Uni, c'est le cas en Irlande, c'est le cas en Norvège. Alors, commençons par la France avant de voir ces exemples-là. En France, on peut dire que l'on a été assez timoré, si je puis me permettre, puisqu'il n'y a pas de restrictions particulières concernant le marketing alimentaire. Donc, on a fait le choix de l'autorégulation avec une charte alimentaire qui a été signée en 2009 et qui a été réitérée récemment en 2013. Alors, quelle est la justification? C'est inscrit dans la charte elle-même. On dit que la publicité, et notamment les expériences des pays ayant interdit cette publicité, n'étaient pas totalement probantes. Pas totalement probantes. Aucune étude ne vient étayer cet élément. Et donc, c'est une affirmation qui n'est étayée par aucune étude particulière. On n'a pas cherché, en France particulièrement, il y a quelques rapports plus récents, mais on n'a pas cherché particulièrement à remettre en cause ce postulat, qui, au regard de ce qu'on a dit précédemment, semble un peu étonnant. Alors, il y a eu un rapport récent qui peut tomber comme une bombe cette semaine, qui est le rapport Herzberg, qui avait été commandé par le ministre Marisol Touraine de la Santé, et qui a été publié récemment, rapport de novembre 2013, qui propose une position assez drastique pour la France, qui là nous mettrait dans une situation pratiquement d'avance par rapport aux autres pays de l'Union européenne en matière de protection de la santé publique, avec une régulation de la publicité en fonction de la qualité nutritionnelle des aliments, publicité à la fois support télévisé, mais aussi sur Internet. Donc là, c'est assez ambitieux. Et puis, surtout, la cible, ce n'est pas seulement les enfants. C'est à la fois les personnes vulnérables au plan socio-économique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en droit, on a une porte d'entrée. L'Union européenne a consacré en 2005 la notion de consommateur vulnérable. La notion de consommateur vulnérable, ce sont les enfants, les personnes âgées, les personnes qui peuvent être, en raison notamment de faiblesse cognitive, en situation de vulnérabilité dans le rapport de consommation. Et donc, il n'y a pas de référence expresse à la notion de consommateur vulnérable, mais c'est intéressant pour le juriste parce que c'est une porte d'entrée, parce que notamment quand on analyse une publicité, pour analyser son caractère trompeur, si elle s'adresse aux enfants ou si elle est susceptible d'avoir une influence sur les enfants, on analysera sa véracité différemment que si elle avait été adressée à tout public. Parce que la population est plus vulnérable, plus crédule, et dans ces cas-là, elle est plus à même d'être trompée par la publicité. Donc, analyse intéressante à voir par la suite. Donc, évolution des supports dont on va tenir compte. En effet, on voit une publicité là en 1983, il me semble. Alors, je ne me lance pas dans les lancements de vidéos, ça ne marche jamais avec moi, je suis vraiment nulle pour la technique, donc je préfère vous donner une image comme celle-là. À l'époque, on disait un Kinder égale un grand verre de lait, en indiquant que le Kinder était bon pour les enfants. Ce sont des publicités qui étaient sur la télévision et qui étaient librement disponibles. Et là, on voit bien qu'à la fois par l'effet de l'autoréglementation, qui a quand même limité les excès de la publicité, mais aussi parce qu'on a la crainte que le vecteur de la télévision puisse être touché, eh bien, les industriels de l'agroalimentaire, notamment, on le voit en Grande-Bretagne, où avec l'encadrement de la publicité télévisée, on a eu une explosion des pratiques commerciales sur Internet, notamment. Donc, pour le Kinder, maintenant, eh bien, on va plutôt prendre le petit code barre qui est sur l'œuf, sur l'emballage de l'œuf, et puis on va adhérer au club Kinder, et on va faire beaucoup de jeux pour pouvoir ainsi fidéliser les consommateurs actuels ou futurs consommateurs enfants. Alors, on a d'autres expériences
La France a été timorée. Je ne verrai que le Royaume-Uni parce que je suis un peu prise par le temps. Et donc, en 2007, on a limité la publicité pour les enfants. Et notamment, on a élargi peu à peu le spectre. Donc, pas seulement les émissions enfants, mais aussi les émissions où il y a une surexposition des enfants parce qu'il y a une proportion importante d'enfants qui regardent les émissions. Et puis, on est allé jusqu'aux enfants de moins de 16 ans, donc jusqu'à 15 ans, avec une référence à un score nutritionnel global, avec le système Ofcom, le système anglais en matière de profil nutritionnel, sachant qu'il y a un débat européen sur la définition des profils nutritionnels qui n'est pas tranché actuellement. On a interdit d'utiliser certaines publicités, certaines techniques publicitaires, notamment l'utilisation de personnages, le fait d'avoir par exemple des personnages qui sont des personnages phares de Walt Disney ou autres pour attirer les enfants. Eh bien, un certain nombre d'éléments sont interdits. C'est une réglementation qui a fait l'objet d'une évaluation en 2010 et qui indique qu'effectivement, il y a moins d'exposition à la publicité. Mais les effets sont encore limités pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, il y a beaucoup d'enfants qui regardent des programmes qui ne sont pas pour enfants et des enfants qui n'entrent pas dans les situations où on considère que ce sont des programmes particulièrement vus par les enfants. Et souvent, la difficulté, c'est que ce sont les enfants les plus vulnérables qui correspondent aussi aux couches de la population les plus défavorisées. Et finalement, ce sont eux qu'il convient de cibler la plupart du temps, qui sont les plus victimes de l'obésité et qui finalement n'entrent pas toujours dans le champ. Par ailleurs, eh bien, la publicité, elle circule librement sur la télévision. On reçoit des chaînes étrangères en Grande-Bretagne. Les chaînes étrangères ne sont pas soumises à la même réglementation. On a le même problème au Québec avec les chaînes anglophones. Et puis, d'autre part, il y a des choses qui ne sont pas visées. Par exemple, 2012, Jeux Olympiques à Londres, eh bien, le sponsor Coca-Cola. Et donc, là, ce n'est pas interdit. Et peut-être que ça a une petite influence sur les choix alimentaires. Les jeux, eh bien, vous voyez des exemples de jeux publicitaires, les jeux promotionnels. Un certain nombre de procédés de vente ne sont pas visés. Le procédé de vente 2 pour 1, c'est moins cher, mais ce n'est pas toujours bon pour la santé. Tous les procédés commerciaux ne sont pas visés. Alors au Québec, on a aussi une expérience, mais j'ai signalé que même si là, elle a fait l'objet d'une évaluation en 2011 très intéressante parce qu'on a vraiment l'impact sur les consommations et pas seulement sur l'exposition. Baisse des consommations dans les produits fast-food, eh bien, on a là une étude tout à fait intéressante. Alors, on m'a demandé de faire quelques mots sur le nudge. Je ne vais pas me défausser parce que je n'ai plus que 2 minutes. Mais le nudge, c'est aussi un autre élément en dehors de l'encadrement du marketing. Alors, ça fait partie de tous les outils, comme par exemple le fait de taxer, d'utiliser l'outil de la fiscalité qu'on a déjà évoqué pour certaines catégories de produits qui ont un profil nutritionnel défavorable. Le nudge est très à la mode parce que ça a été notamment un élément très utilisé par Barack Obama pour la lutte contre l'obésité, qui est très à la mode aussi en Grande-Bretagne, qui vient des sciences de l'économie comportementale. Le but, c'est finalement de considérer qu'on ne peut pas être dans un état moralisateur qui interdit tout. On ne peut pas non plus décider que l'alimentation ne résulte que de choix individuels, mais d'être entre les deux avec une méthode douce pour essayer d'inciter par des petites actions les consommateurs à avoir un meilleur comportement. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent, on a contrebalancé l'effet de la publicité en disant finalement le consommateur, il est influencé par la publicité, mais pour contrebalancer, on va augmenter les informations obligatoires. Par exemple, en 2016, il y aura une information obligatoire en matière nutritionnelle. Donc certes, on va m'inciter à manger certains produits, mais je vais pouvoir lire sur l'étiquette quelle est la composition nutritionnelle de ce produit. On se rend compte quand même que dans toutes les études, les consommateurs ne peuvent pas intégrer tous ces éléments et il y a une forme d'irrationalité des choix qu'on a évoquée, puisqu'il y a toujours aussi la tension entre le plaisir, le court terme qu'on a évoqué ce matin, et puis le plus long terme, l'effet sur la santé, tension qui n'est pas gérée de la même manière par les personnes vulnérables qui sont en situation économique précaire et par les personnes qui sont plus sûres de leur destin, de leurs revenus et de leur santé future. Donc on est dans des situations un peu différentes. Alors,
pour contrebalancer les biais cognitifs, on peut faire ces nudges. Alors, il y a des exemples. Par exemple, on peut agir sur la taille des portions, sur la hiérarchie des choix par défaut. À la cantine, on vous propose un produit, un menu avec légumes, et il faut demander si on veut avoir des frites, etc. On va mettre les positionnements des produits qui vont être différents, agir sur les couleurs, agir sur l'environnement de la consommation. La difficulté, c'est, après le poids aussi des moyens financiers mis pour le nudge et pour la publicité, peut-on contrebalancer et quels sont les effets à long terme? Donc là, des exemples dans les cantines, et puis des exemples plus atypiques qu'on cite très souvent quand on voit le nudge. Tout le monde montre cette photographie, mais qui montre aussi que parfois le nudge a un côté parfois anecdotique, mais c'est intéressant de voir que c'est la multiplication de toutes ces démarches incitatives qui peut finalement avoir un effet sur le changement. Au lieu de prendre l'ascenseur, eh bien, on joue de la musique sur un piano. En tout cas, je rejoindrai Olivier Scutter pour indiquer que la publicité a un impact important sur les enfants. Je partage son sentiment qu'elle doit être strictement réglementée et qu'il s'agit là d'un point essentiel pour défendre un droit fondamental qui n'est pas la liberté d'expression, mais qui est le droit fondamental à la protection de l'enfant. Les enfants ont des droits et il convient aussi de les respecter. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Le temps avance et j'ai pas fait mon rôle de policier comme il se devait. Donc, on va se donner 5-10 minutes de débat avant une pause de l'après-midi. Donc, le même principe. Si vous avez des questions, vous savez à qui les adresser. Et puis, si vous pouvez vous présenter au préalable. Donc, je vois une question là-haut. Madame. Florence Strigler du Fonds français pour l'alimentation et la santé. J'ai une question pour les écovores. Beaucoup de villes françaises réfléchissent en ce moment sur le concept de trame bleue et trame verte pour préserver la biodiversité animale en milieu urbain, pour permettre à la faune, enfin les trames bleues pour la faune aquatique et les trames vertes pour la faune terrestre. Et je voulais savoir si vous aviez intégré cette notion dans votre projet, dans la mesure où vous voulez réintroduire une agriculture en milieu urbain. Il me semble que l'agriculture ne peut pas être déconnectée des écosystèmes naturels, à moins de faire une agriculture... Oui, on peut faire une agriculture déconnectée, comme la culture hydroponique des légumes, par exemple, mais à ce moment-là, on revient à une agriculture type... pétrolégumes dont vous parliez, et je ne pense pas que ça soit ce que vous recherchez dans votre projet. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous pensiez de... Merci. Jean-Louis. Oui, Jean-Louis Rastoin. Je voudrais tout d'abord remercier les conférenciers, c'était remarquable. J'ai une question à Roberto. Tu as dit, je crois, il y a 3,5 millions d'Argentins qui sont dans Pro Huerta, si j'ai bien compris. Donc c'est plus de 10% de la population totale de l'Argentine. Un peu moins, oui, disons. Et alors la question est, est-ce que ce mouvement a permis de substituer des achats par de l'autoconsommation? C'est-à-dire les gens produisent les fruits et légumes dont ils ont besoin et ils les consomment. Est-ce que ça a un impact sur le marché? Et la deuxième question, c'est pour Marine. Bon, je crois qu'on a là un instrument... tout à fait considérable, qui est sous-exploité, et tu l'as bien expliqué, parce qu'il y a des lobbies très puissants. Mais je voudrais faire le rapprochement avec le droit de la concurrence. De la même façon qu'on limite la concentration des entreprises, je crois que le seuil, ou le plafond plutôt dans l'Union européenne, c'est environ 25% de part de marché. De la même façon, est-ce qu'on ne peut pas imaginer de contingenter aussi les dépenses publicitaires? Bon, même s'il y a cette question que la publicité traverse les frontières, etc. Mais je pense que si on parvenait à contingenter, à encadrer les dépenses financières en publicité, ça permettrait de moins être pollué par la publicité. Parce qu'il y a le droit à l'enfant, mais il y a le droit aussi à la liberté d'écouter ou de ne pas écouter, etc. Et il y a un autre instrument qui serait intéressant, c'est la taxation de la publicité. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Une dernière question ici-bas. Oui,
Bonjour, Magali Renner, journaliste. J'aurais une question pour Marine Friand-Perrault, qui fait un peu écho à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'effectivement la timidité en France, justement, d'utiliser les éléments du droit pour réglementer la publicité. En même temps, j'imagine qu'en Angleterre, l'industrie agroalimentaire doit être aussi assez puissante. Est-ce que justement, par votre connaissance des deux contextes français et anglais, pourquoi il y a eu des actions prises en Angleterre et en France aujourd'hui, rien? Voilà. Et je profite d'une deuxième question. Alors c'est pour les designers industriels. En fait, une question sur la question de l'obsolescence programmée. C'est aujourd'hui apparemment des grosses questions du modèle industriel. Ça touche aussi les questions alimentaires, parce que je crois que quand on parle des indications pour les consommateurs de consommer de préférence avant, c'est aussi une forme d'obsolescence programmée pour accélérer un peu les rythmes de consommation. Vous, en tant que designer industriel, comment vous pouvez réinterroger un peu les modèles industriels en fonction de votre sensibilité environnementale? Très bien, merci beaucoup. C'est bien, tout le monde est servi. Donc peut-être pour répondre à cette dernière question, et puis aussi la question que vous était posée sur l'usage des trames bleues et des trames vertes dans votre projet. Alors sur les trames, Victor est un spécialiste de l'obsolescence programmée, donc il maîtrise mieux. Sur les trames, alors nous, déjà, c'est vrai, quand on a commencé cette étude, on a analysé tous les types d'agriculture. C'est-à-dire que la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a été voir donc des agriculteurs conventionnels, en bio, des éleveurs en bio, en conventionnel, des maraîchers en bio, en conventionnel. On a été visiter, on a une région qui est très fournie en maraîchage et donc en ferme hors sol. Donc on a aussi visité donc des grandes fermes hors sol. On a vu toutes les limites et tous les potentiels de chaque agriculture. Et donc on a fait un choix de construction. On a fait un choix d'agriculture d'abord, l'agroécologie. C'est ce qui nous a mené sur toute la réflexion et le développement du projet. Et bien entendu, les trames bleues et les trames vertes, Nantes étant une ville qui a justement ses percées avec d'un côté le fleuve, les rivières, l'Erdre. L'idée justement, c'est d'imaginer qu'on puisse installer ce potentiel d'agriculture urbaine qui a un potentiel pour nous, on va dire, de reconnexion et de message avec la campagne, mais pas de production elle-même, on va dire, des denrées alimentaires pour contenter toute la ville, mais de sensibilisation, donc de par exemple les installer le long de ces trames pour bénéficier par exemple de la faune auxiliaire. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Moi, je vous cacherai pas qu'on n'a pas poussé plus loin non plus la question. Voilà. Oui, pour compléter, simplement, en fait, on a cherché à illustrer, que ce soit les bateaux marchés, c'est la valorisation d'une potentielle trame bleue à Nantes, qui est donc l'Erdre, ou que ce soit les fermes de ceinture maraîchère, enfin de ceinture verte, ce sont l'illustration d'une trame verte potentielle. Simplement, on n'a pas voulu, enfin on a fait un photomontage dans Nantes pour montrer un exemple concret, mais conceptuellement c'est applicable à tout territoire. Donc on n'a pas voulu non plus complètement être disons, dans le projet urbain précis. On préfère être plutôt générique. Et sinon, pour répondre à la question de l'obsolescence programmée, en fait, effectivement, on est des grands témoins de cette pratique effective. Elle est toujours, on doute encore, mais certains font croire que ça n'existe pas. On peut exactement montrer et démontrer le contraire. C'est-à-dire que on prend par exemple, on est assez expert en fer à repasser. On peut vraiment expliquer que dans les fers à repasser, l'obsolescence programmée intégrée au fer, c'est la vapeur qui va boucher les tuyaux du fer et qui, au bout de 3 ans, garantit à l'industriel sa capacité à revendre des produits. Et si tant est qu'il augmente encore plus rapidement la puissance, il augmentera encore plus la rotation. Donc c'est là, de ce point de vue-là, on sait très bien que l'industrie, on ne peut pas compter sur elle pour être vertueuse. Elle est dans sa logique de silo et de rente, et elle n'a pas du tout envie de perdre ses marchés. Par contre, les pouvoirs publics peuvent être tout à fait compétents pour exiger des normes différentes, et notamment, pour parler
de ces domaines. Il y a un vrai combat en interne au sein des entreprises entre les ingénieurs qui ont mis au point des brevets innovants. Alors, sur le fer à repasser, il y a des vraies alternatives dont on ne peut pas citer exactement la solution, mais elles existent, de fer qui ne produisent plus de vapeur, qui marchent très très bien, qui divisent par 4 l'énergie consommée, et qui seraient des solutions. Simplement, il faut que les pouvoirs publics tapent du poing sur la table pour exiger à la fois des garanties beaucoup plus longues, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'asseoir sur 2 ans, mais 6, et parce qu'aujourd'hui, les industries sont tellement puissants qu'ils connaissent exactement, au jour près, ou la moyenne la date de péremption de leurs produits. C'est-à-dire quand ils garantissent 2 ans, effectivement, la grande majorité des produits, quelques jours après 2 ans, tombe en panne. Donc aujourd'hui, on est dans un système qui est effectivement assez pervers, et donc il faut que quelque part la société civile se prenne en main pour contrer ces mauvaises pratiques. Parce que c'est vrai que dans un contexte de crise climatique, etc., il faut quand même que les choses soient beaucoup plus responsabilisées, effectivement. Et c'est pour ça que nous, notre démarche sur les écovores, c'est quand on propose des équipements, c'est les faire durables. D'abord, les éco-concevoir, d'une part, c'est-à-dire analyser la quantité d'énergie qu'il a fallu pour produire l'équipement, la quantité d'énergie qui est nécessaire pour le faire fonctionner, et la quantité d'énergie pour sa destruction, c'est-à-dire l'ACV, l'analyse du cycle de vie. Et ça, ces choses-là sont rarement faites. Et là, l'idée, c'est qu'en se projetant, par exemple, les urites noires, qui est un projet un peu plus sourire, mais c'est un projet complètement éco-conçu. C'est-à-dire comment, avec un minimum de plastique, concevoir un objet à plat qui se plie une fois réceptionné, qui se lave facilement et qui est réutilisable sur 10 ans et qui permet justement de valoriser de déchets sur des plateformes de compostage. Là, on est justement dans des injections d'éco-conception sur le produit, sur l'usage et sur le système. Donc l'éco-conception, il faut l'avoir à différents niveaux pour sortir de cette obsolescence. Roberto, donc tu t'es avancé sur les résultats en termes d'autoconsommation, de substitution sur les achats de fruits et légumes, d'impact donc sur le marché. Oui, d'un côté, il y a un impact direct de ces chiffres des jardiniers qui participent, que c'est pas pareil, c'est tout le monde qui fait un jardin et il n'a pas changé totalement les habitudes alimentaires, il faut le dire aussi, non? Mais en général, il y a une propension très forte à s'engager dans une autre manière de faire la consommation. Il faut dire là qu'il y a un aspect, j'ai remarqué que le plus grand nombre de jardins est individuel. Mais quand même, ce sont individuels, mais dans un cadre bien collectif, avec le réseau de promoteurs, on fait beaucoup d'ateliers, de réunions tous les années dans chaque province, dans chaque ville. Il y a un collectif très fort qui constitue, qui encadre ces pratiques des jardiniers, que c'est un aspect très important pour que ça puisse faire un changement culturel. Il y a aussi des réunions pour l'échange de semences, etc. Pour la consommation hors des jardinières, je pense que c'est segmenté. C'est un peu comme ici en France. Il y a un réseau avec l'essor qu'il y a eu dernièrement avec les circuits courts, la proposition de vente directe des jardiniers et des autres petits producteurs agroécologiques. Ils ont trouvé son marché, les personnes du secteur moyen qui sont sensibilisées pour une autre manière de consommer. Et tout ensemble, aussi bien les jardiniers que les consommateurs sont partie d'un mouvement social alternatif de modèles dominants. C'est très, très tranché pour d'une manière idéologique, pour un projet politique alternatif. La consommation, ce matin, on parlait de ça, et c'est très lié à un projet politique militant alternatif. Pour la consommation massive des personnes qui ne sont pas sensibilisées à penser un projet alternatif, je ne crois pas que ça change beaucoup. Ils sont plutôt concernés pour les moyens, pour les médias de communication dominants. Merci. Enfin, une dernière question qui vous était adressée, Marine, sur la question de la taxation possible de la publicité et du marketing alimentaire, et puis cette comparaison donc, entre le Royaume-Uni et la France.
Merci. Alors, plusieurs voies sont possibles. On a exploré celle de l'encadrement du marketing, mais effectivement, on pourrait appliquer, c'est une forme d'application du principe pollueur-payeur pour que les industries agroalimentaires, notamment, supportent les externalités négatives de leur communication. Il y a une possibilité aussi de limitation de volume. On a toujours quand même les difficultés liées au respect du droit européen, du droit de l'Union européenne, concernant notamment la question de la proportionnalité. Et c'est justement, là ça me permet de répondre aussi à la deuxième question, ce qui distingue l'expérience britannique de l'expérience française, c'est que les Britanniques ont eu une approche très pragmatique, et notamment l'autorité de régulation des médias qui est Ofcom, a vraiment fait une revue des preuves pour vraiment avoir un dossier justificatif très important pour justifier les restrictions apportées, avec une analyse économique des coûts qui met en balance les coûts de l'obésité, même si effectivement on sait que c'est pas le seul vecteur, et puis aussi les effets sur la création audiovisuelle. Ce que n'a pas fait le CSA en France. Le CSA est parti du postulat que les expériences étrangères n'étaient pas probantes et que ça allait porter une atteinte qui allait être une atteinte dramatique, radicale, pour la production audiovisuelle, notamment en matière de création audiovisuelle, d'émissions pour les enfants et de programmes pour les enfants. Et donc tout cela n'a pas été fondé sur une approche qui a permis d'avoir vraiment une revue des preuves pour avoir une expertise qui permet après aux politiques de prendre une décision. Donc on n'a pas eu cette phase vraiment d'expertise, d'évaluation avant la phase de décision. Et donc finalement, quand la France l'a envisagé, à chaque fois, il y a eu une levée de bouclier de l'industrie agroalimentaire qu'on peut comprendre, qui est tout à fait normale, mais en face, il n'y avait pas vraiment de préparation du point de vue des preuves. Puis il y a aussi des difficultés, on l'a évoqué ce matin, notamment des difficultés de coordination entre certains ministères qui a été assez marquée, notamment quand Roselyne Bachelot avait proposé l'encadrement de la publicité avant la signature de la charte. Et donc ce sont des rendez-vous manqués. Et ce qu'on propose actuellement dans certains pays, c'est finalement, puisque l'Union européenne ne pilote pas cette action, que les différents États pilotent ces possibilités et qu'ils échangent leurs pratiques pour que peu à peu se dessinent finalement des moyens d'action qui soient communs en tenant compte des cultures juridiques, des cultures alimentaires de chaque pays. Pour l'instant, l'impulsion n'est pas européenne, c'est certain. Merci. Écoutez, je propose de clôturer là. Je suis désolé, ce temps qui file et que je n'ai pas du tout maîtrisé. Peut-être en bilatéral ou très rapidement. Ah. Une très rapide, c'est comment font les femmes pour uriner. Et la seconde, qui est un peu plus sérieuse, c'est je n'ai pas compris quel était le problème d'obésité de l'enfant en France. Avons-nous un problème? Alors, question rapide, réponse très rapide. Vous préférez quelle réponse d'abord? Alors, on peut se débarrasser de la première assez rapidement. Alors, justement, nous, on a été très surpris parce que sur notre crash test, au Hellfest, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 2 heures, il y a des femmes qui sont arrivées. Et en fait, c'est quelque chose qu'on maîtrise mal, mais on a été surpris. Et il existe en fait un petit ustensile en carton qui se déplie, qui s'appelle vulgairement un pisse debout. Et ça permet aux femmes d'uriner debout. Et comme il y a des files d'attente qui sont très très importantes au niveau des toilettes chimiques sur ces festivals, eh ben, elles préfèrent utiliser cette alternative, donc l'urinoir. Bien, il va vraiment être temps de faire la pause. Alors, comment enchaîner sur les urinoirs? Ça va être difficile. Et donc, sur la question de l'obésité, il est évident qu'on n'a pas du tout les mêmes chiffres qu'en Grande-Bretagne en termes d'obésité. Et c'est pour ça que les approches nationales doivent être adaptées aux contextes nationaux qui sont différents. Pour autant, effectivement, on s'est peut-être réjoui un peu vite au moment du deuxième PNNS de la stabilisation de l'augmentation de l'obésité. Concernant les enfants, il est vrai qu'on n'est pas dans les mêmes chiffres et qu'on est plutôt en voie de stagnation, mais on est en voie d'augmentation chez les populations les plus fragiles et les plus défavorisées. Et effectivement, on assiste quand même à une fracture sociale qui ne va pas
en s'améliorant. Est-ce que pour autant on peut considérer que comme on est en situation de stagnation, il ne faut rien faire? C'est un choix politique. Nous ne faisons que signaler les voies d'action. Effectivement, là, il s'agit d'un choix démocratique qui devra effectivement s'exprimer plutôt dans les urnes que dans les amphithéâtres. Parfait. Sur les revues de littérature et la justification, je pense que la justification de l'efficacité des actions entreprises un peu partout mérite d'être faite avant de se précipiter dans l'action. Voilà, c'était juste une invitation. Qu'il y ait un lien et qu'on s'en réjouisse dans la mise en évidence de la transformation des comportements alimentaires sous l'effet de la publicité, c'est aller très vite en besogne que de glisser tout de suite sur la question de l'obésité. On vous laissera peut-être débattre pendant une récréation. Je vous propose de réduire du coup à un quart d'heure et retour en classe du coup à 16h15. Merci beaucoup à tous les quatre.